Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le vif du sujet. Comment acheter du XRP en France, pas à pas. On va décortiquer tout le processus, des bases fondamentales jusqu'à la manière de bien sécuriser ses actifs. Bref, un guide complet. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord s'assurer qu'on parle bien de la même chose. Qu'est-ce que le XRP? Ensuite, on passera au guide pratique étape par étape. Puis, un point crucial, la sécurité de ses actifs numériques. On enchaînera avec le côté un peu moins fun mais indispensable, les impôts et les obligations légales. Et pour finir, on passera en revue les erreurs les plus communes pour mieux les éviter. Allez, on attaque sans plus attendre. Première section, et c'est la base de tout. Qu'est-ce que le XRP au juste? Il est important de bien comprendre de quoi on parle, au-delà de tout le bruit médiatique. Et justement, pour bien commencer, il y a une question qui revient sans cesse, surtout pour les nouveaux venus. Quelle est la différence entre Ripple et XRP? C'est une confusion très courante et c'est vraiment la première chose à éclaircir. Alors, c'est assez simple quand on le décompose. D'un côté, il y a Ripple. Ripple, c'est la société, l'entreprise de technologie. Son boulot, c'est de créer des solutions de paiement, notamment pour les institutions financières, les banques. Et de l'autre côté, on a le XRP. Le XRP, c'est l'actif numérique, la crypto-monnaie. Elle est indépendante, mais elle tourne sur une technologie créée par Ripple, le RXP Ledger. En gros, Ripple, l'entreprise, utilise l'actif XRP pour rendre les transferts d'argent hyper rapides et pas chers. C'est ça le lien entre les deux. Ok, maintenant qu'on a bien fait la distinction, passons aux choses sérieuses, à la partie vraiment pratique. Le guide d'achat, comment fait-on concrètement pour acquérir ses premiers XRP? Alors, on va décomposer ça en 5 grandes étapes. C'est très logique. D'abord, il faut choisir la bonne plateforme, une qui est régulée. Ensuite, on crée son compte et on le fait vérifier. Troisième étape, on dépose des fonds. Quatrième étape, le grand moment, on achète ses XRP. Et enfin, et ça c'est super important, on sécurise tout ça. Et pour cette première étape, le choix de la plateforme, il y a un point qui est absolument crucial en France. Il faut s'assurer que la plateforme a le statut de PSAN. PSAN, ça veut dire prestataire de services sur actifs numériques. En clair, c'est un enregistrement obligatoire délivré par l'AMF, notre gendarme financier. C'est une garantie de sérieux et de protection pour les investisseurs. Vraiment, c'est la première chose à vérifier. Justement, en parlant de plateformes régulées, il y a plusieurs options fiables en France. Par exemple, on a Binance, le leader mondial, très réputé pour ses frais super compétitifs. Il y a aussi Kraken, qui a une excellente réputation en matière de sécurité, c'est vraiment leur point fort. Pour ceux qui débutent, Bitpanda est souvent cité pour son interface très simple et intuitive. Et puis il y a Coinbase, aussi très facile à utiliser, même si les frais sont un poil plus élevés. Bon, une fois la plateforme choisie, l'étape suivante, c'est la création et la vérification du compte. Et là, on tombe sur un acronyme qu'on voit partout, le KYC pour Know Your Customer. C'est une obligation légale, pas le choix. C'est une mesure anti-blanchiment d'argent, donc il faudra montrer patte blanche, pièce d'identité, justificatif de domicile, et souvent un petit selfie pour prouver que c'est bien nous. Et ça nous amène à une règle d'or, résumée par cette phrase: si une plateforme ne demande rien, fuyez. C'est presque toujours le signe d'une arnaque. Oui, le KYC peut paraître un peu lourd, mais en réalité, c'est une très bonne chose. C'est un signe que la plateforme est sérieuse et respecte la loi. Ok, le compte est validé, on peut passer au dépôt de fonds. Là, en général, il y a 2 grandes options. Soit le virement bancaire, c'est pas. L'avantage, c'est que les frais sont très faibles, voire nuls. L'inconvénient, c'est que ça peut prendre 1 ou 2 jours. Soit la carte bancaire. Là, c'est instantané, l'argent est sur le compte en quelques secondes. Par contre, ça a un coût, avec des frais qui tournent souvent autour de 2 ou 3%. En gros, c'est un choix entre la patience et le coût. L'argent est sur le compte, c'est le moment d'acheter. Et là encore, on a 2 manières de faire. La plus simple, c'est l'ordre au marché. On clique sur Acheter et la transaction se fait immédiatement, au prix actuel du XRP. C'est rapide, efficace. L'autre option, c'est l'ordre limite. Là, c'est un peu plus stratégique. On dit à la plateforme: je veux acheter du XRP, mais seulement s'il descend à tel prix. L'ordre reste en attente et ne se déclenche que si le prix atteint la cible fixée. Voilà, les XRP sont achetés. On pourrait croire que c'est fini, mais en fait, une étape absolument fondamentale commence. La plus importante peut-être, la sécurisation de ces actifs. Parce que les acheter, c'est bien, mais en être vraiment propriétaire, c'est encore mieux. Et pour ça, il y a une phrase, un mantra qu'on entend partout dans le monde des cryptos. Not your keys, not your coins. Pas tes clés, pas tes jetons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on laisse ces cryptos sur la plateforme d'échange, on ne détient pas les clés privées. On fait confiance à la plateforme. Pour être le seul et unique propriétaire de ces actifs, il faut détenir soi-même ces fameuses clés. Et pour détenir ces clés, on utilise ce qu'on appelle un portefeuille, un wallet. Il y en a 2 grands types. D'abord, les hot wallets.
Ce sont des logiciels, des applications sur téléphone ou ordinateur. Ils sont connectés à Internet, donc très pratiques pour faire des transactions rapides. Mais qui dit connexion à Internet dit aussi plus de risques de piratage. Et puis, il y a les cold wallets. Ça, ce sont des appareils physiques, un peu comme une clé USB sécurisée. On pense par exemple à Ledger, qui est une entreprise française. Ces portefeuilles ne sont jamais connectés à Internet. C'est de loin la solution la plus sûre pour stocker ces cryptos sur le long terme. Bon, on a acheté, on a sécurisé. Il nous reste à aborder un sujet un peu plus formel, mais tout aussi important, la fiscalité et les obligations légales en France. C'est essentiel pour être en règle. Alors, le chiffre principal à avoir en tête, c'est 30%. C'est le taux de la fameuse flat tax. Elle s'applique sur les plus-values. Concrètement, ça veut dire que si on vend ses cryptos avec un bénéfice pour récupérer des euros, ou si on les utilise pour acheter quelque chose, l'impôt sur ce gain sera de 30%. Maintenant, il y a une petite exception qui est bonne à connaître. Si le montant total de toutes les ventes de crypto sur une année est inférieur à 305 euros, alors les plus-values réalisées sont totalement exonérées d'impôt. C'est un petit seuil, mais c'est toujours bon à savoir, surtout quand on débute. Et attention, un point très important que beaucoup de gens oublient. Si la plateforme d'échange est basée à l'étranger, ce qui est le cas de la plupart d'entre elles, il faut déclarer l'existence de ce compte aux impôts, chaque année. Ça se fait avec le formulaire 3916 des REBIS. Et attention, il faut le faire même si on n'a rien vendu, même si le compte est à zéro. C'est juste une déclaration d'existence de compte. Allez, on arrive à notre dernière section. Maintenant qu'on a vu tout le processus, parlons des erreurs classiques, des pièges dans lesquels il est facile de tomber pour justement ne pas y tomber. On va en voir 3 qui sont vraiment des grands classiques. Le premier, c'est le fameux FOMO, l'acronyme de Fear of Missing Out. C'est cette peur de rater une opportunité qui nous pousse à acheter dans la panique quand le prix monte en flèche, souvent au pire moment. Deuxième erreur, plus technique, oublier le destination tag quand on envoie du XRP. On va y revenir, c'est super important. Et enfin, la base de la sécurité, utiliser des mots de passe trop simples et ne pas activer l'authentification à 2 facteurs, le 2FA. Justement, ce destination tag, c'est quoi? C'est un petit code, une série de chiffres qu'il faut ajouter quand on envoie des XRP vers une plateforme d'échange. Imaginez que l'adresse de la plateforme, c'est l'adresse d'un immeuble. Le destination tag, c'est le numéro de l'appartement. Sans lui, le facteur ne sait pas à qui livrer le colis. Et en crypto, si on l'oublie, les fonds peuvent être perdus pour de bon. Donc, double vérification à chaque fois. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que le processus pour acheter du XRP est devenu beaucoup plus simple et sécurisé qu'avant. Mais la clé, vraiment, elle est double. L'éducation et la prudence. Il faut comprendre ce qu'on fait et surtout, respecter la règle d'or absolue de tout investissement, ne jamais investir plus que ce qu'on est prêt à perdre. Et je vous laisse avec une question pour réfléchir. Maintenant que le chemin est plus clair et en imaginant un futur où ces actifs numériques sont encore plus transparents et mieux encadrés, quel rôle pourrait-il vraiment jouer dans notre manière de gérer nos finances au quotidien? La question reste ouverte.